On va pas faire 15 minutes sur SWOT. Je crois que vous avez bien compris la mission. Bon, là, c'était une diapo qui vous présente de façon résumée l'architecture, les objectifs scientifiques. Hein, vous avez bien compris, océano, hydrologie, et puis voilà, c'est les deux plus grands. Elle a été lancée fin 2022. La répétition est de 21 jours. Bon, je passe les détails. Ça a été amplement discuté tout à l'heure. Quand même, un événement marquant, c'était en fin d'année dernière, la réunion de la Science Team qui s'est faite à Toulouse, où finalement les scientifiques ont discuté de tout ce qui a été la phase Calval de 6 mois, et qui maintenant donc est en orbite scientifique, et c'est pour ça que la mise à disposition des produits sera faite donc après cette réunion de validation qui aura en juin. C'est vrai qu'actuellement les produits sont prévalidés. Et également, ce qui est mentionné ici, c'est que la Science Team pour l'évaluation de tous les projets TOSCA liés à SWOT est aussi en cours de renouvellement. Le concept large fauché a été aussi décrit. Ce qui est important de noter, c'est que SWOT se positionne comme un précurseur de la future mission Copernicus Sentinel-3 NG Topo. Et on attend début mai la formalisation donc officielle de l'ESA pour assurer cette continuité. Alors les premiers résultats océano, il y a 3 diapos là. Première diapo, c'est sur ce qui est fait en océano. Donc c'est tout ce qui est amélioration de la résolution méso-échelle et sub-méso-échelle, donc au niveau des 10 km. Et vous voyez hein, tout ce qui est topo, les courants aussi horizontaux, et puis tout ce qui est aussi en vertical, la résolution a été rendue 10 fois meilleure par rapport à celle que les satellites altimétriques ont pu rendre au cours des dernières années. On a pu même approcher une nouvelle vision de l'océan, et notamment des phénomènes comme El Niño ont pu commencer à être décrits de façon encore plus fine. Pour la partie côtière, là aussi, vous voyez la différence entre une vision nadir et puis une vision large fauchée à gauche, où on a quand même des détails beaucoup plus fins, même en zone côtière. Voilà, c'est à partir de donc 200 à 250 mètres de résolution, et on va dire que pour la partie côtière, c'est à partir du littoral jusqu'à 5 km où SWOT peut apporter sa contribution, mais la résolution est quand même encore à retravailler, et puis il y a quand même beaucoup de complexité au niveau de ce milieu, comme vous le savez. Là, c'est une image en bas à droite qui montre que voilà, elle apporte des données sur la hauteur des eaux. Là, c'est dans les marais de Charente-Maritime. Donc plus c'est jaune, plus la hauteur est grande, et donc plus c'est bleu, plus on voit finalement les bancs de sable et les vasières qui affleurent l'eau. Au niveau donc continental hydrologie, là aussi, SWOT apporte sa très grande contribution. Hein. Donc c'est pour tout ce qui est étendue de surface d'eau libre, que ce soit lac, rivière, SWOT apporte sa contribution. Donc 250 mètres carrés, je crois, pour tout ce qui est lac. Et pour les rivières, il faut que la largeur soit supérieure à 100 mètres pour que SWOT arrive à identifier la hauteur d'eau. Alors le produit phare de la partie continentale, ça va être la mesure ou l'évaluation du débit des rivières, débit des fleuves, et puis un inventaire qui sera vraiment génial sur toutes les surfaces d'eau, et ça au niveau mondial. Donc on attend aussi une énorme contribution de SWOT pour toute l'hydrologie. Là, je passe sur une autre mission qui s'appelle Trishna, pour Thermal Infrared Imaging Satellites for High Resolution, voilà, Natural Resources Assessment. Donc c'est une coopération franco-indienne bilatérale qui sera lancée début 2026 pour 5 ans. Le premier besoin identifié, c'est tout ce qui est en lien avec l'agriculture, le stress hydrique et l'irrigation. Et le deuxième, comme c'est mentionné ici, c'est tout ce qui est pour les eaux côtières et les eaux continentales. Donc une couverture globale et 3 jours de revisite, vous voyez, avec une résolution de 60 mètres.
avec donc dans les bandes visibles et proches infrarouges et le SWIR, là, toutes les deux sur cette bande. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là? Oui, ben les produits de niveau 2, donc qui seront en consultation libre, bien sûr, vont comprendre tout ce qui est réflectance, variable sur la végétation, la température de surface et de mer, et l'évapotranspiration, entre autres. Mais ce qui est important, donc j'ai parlé de Sentinel-3 TopoNG pour SWOT, et là, ce qui est important pour Trishna, c'est que c'est vu comme un précurseur de LSTM. Donc vous voyez ce graphique là à droite, où là, Trishna va apporter donc 3 jours de revisite pour une résolution de 60 mètres. Donc on s'approche, enfin, LSTM sera encore plus précis et encore plus fréquent, mais on s'approche presque de la perfection. Il y a eu un CIO, donc c'est un comité interorganisme qui regroupe à la fois les tutelles, les organismes de recherche et les laboratoires, qui s'est tenu fin janvier de cette année. Voilà, c'était très très intéressant. De nombreuses personnes ici dans l'audience ont participé, et on a mis un fort enjeu sur le côtier. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas le premier objectif, c'est un des deux premiers objectifs après l'agriculture. Mais voilà, on va retraiter ce sujet-là avant le lancement, donc prévu, c'était plus fin d'année 2026. Là, c'est une carte pour vous montrer toute la coopération franco-indienne. Ça englobe de nombreux laboratoires. Vous aurez la liste et les logos dans la présentation. Ces deux missions, alors là c'est une approche un peu plus continentale, mais ces deux missions, que ce soit SWOT pour l'hydro et Trishna pour l'hydro et la zone côtière, toutes les deux étant précurseurs de satellites européens, Copernicus, donc Sentinel-3 pour SWOT et LSTM pour Trishna, toutes les données générées iront, on travaille actuellement dessus, iront nourrir un portail donc de données de produits de services d'application qui s'appelle HydroWebNext. Là, je passe à autre chose. C'est une dernière action qu'on a faite en fin d'année dernière, où là, on dénote, il nous a semblé important d'avoir une forte coopération interorganisme, justement, pour appréhender tous ces sujets côtiers, qui sont nombreux et variés. Et on a initié une première réunion avec tous ces organismes que vous voyez listés là, pour parler de niveau de la mer et impact sur le littoral. Voilà, on a fait une première cartographie, on a vu que nombre d'organismes avaient ses propres outils, dispositifs, qu'il fallait centraliser ça, qu'il fallait un petit peu harmoniser tout cet effort national. On va continuer à réfléchir tous ensemble, c'est un peu l'objectif là qu'on va faire, donc avec notamment nos collègues de l'IR Illico, nos collègues des pôles de données Audatis et Teia. On verra courant d'année comment on organise ce second atelier. Mais voilà, il y a beaucoup d'informations, que ce soit au niveau national, le guichet France 2030, il y a des PEPR, il y a aussi tout ce qui est ESA avec les jumeaux numériques, il y a toutes les synergies complémentarité in situ spatial modélisation qu'il faut aussi un petit peu mieux articuler. Bon voilà, il y a énormément de choses, mais seul on ne peut pas le faire, et voilà, il faut s'organiser pour bien le faire. Et je passe donc. Magnifique police aussi. J'ai juste 2 slides parce que j'ai un peu hijacké la présentation de Aurélien. On voudrait juste de vous parler un peu de SCOS de Digital Twin, SCOS DT, qu'on est en train de montrer. C'était au final financé depuis 2024. Et c'est un projet qui est l'idée par mon collègue Vincent Lejoux, donc je représente dans son place. Et en fait, c'est pour augmenter la collaboration entre la France et les États-Unis avec le NOAA et le NASA. Et donc, on a un concept de Digital Twin au CNES, Digital Twin Factory, où on a des Digital Twin locaux avec temporalisé à la demande. Donc, le concept à la demande, c'est vraiment important. Donc, court délai.
C'est pas pour remplacer Destination Earth, hein, c'est pour, par exemple, un digital twin grande échelle, mais c'est pour plutôt compléter ça. Donc avec des données haute résolution, avec des précisions haute précision. Après, côté France, on a 3 sites de tests. Donc on a France métropolitaine, où on a l'idée de faire la production de traits de côte, donc pour justement faire une analyse érosion et accrétion grande échelle, avec au moins plus que 10 ans de données avec Sentinel sur l'HPC, mais on a aussi Landsat, donc ça donne plus que 40 ans de données. Et après, pour valider un peu les méthodes qu'on a, baie de Nokwe, c'est en Afrique, donc c'est un site où on n'a pas de données, donc on voudrait vraiment faire quelque chose. Pas de données, ça veut dire c'est un endroit où on manque de données plutôt. Il y a des données in situ sur la pollution et la qualité de l'eau, et il y a un modèle hydrodynamique, mais c'est un site où on n'a par exemple pas litho 3D, donc on n'a pas de données haute résolution. Et après, Nouvelle-Calédonie aussi, pour nous, c'est important parce qu'il y a déjà des actions de relocalisation de gens, donc on aime bien d'appliquer sur notre modèle de digital twin là-bas. Après, j'ai juste un exemple sur un digital replica côtier qu'on a mis en place sur l'HPC au CNES. C'est ça qu'on voit ici, c'est la bathymétrie, le shoreline, la topographie intertidale et la topographie après à droite avec des outils CNES. Donc ça, c'est CARS, où on arrive avec des données raisonnement avec une précision verticale d'une dizaine de centimètres. Donc, augmenter vraiment la précision dans les derniers mois. Et au milieu, on voit le shoreline, donc c'est la ligne d'eau, en fait. C'est pas le shoreline classique qu'on a parlé peut-être avant, mais c'est de la ligne d'eau instantanée, où on utilise cette ligne d'eau instantanée pour faire la topographie intertidale. Après, les pentes de plage moyennées dans le temps, pour justement faire le lien entre la topographie et la bathymétrie, parce qu'on a toujours un gap entre la topographie et la bathymétrie. Aux raisons que la corrélation ne marche pas trop bien sur le sable mouillé, et la bathymétrie à partir des crêtes de houle qu'on fait ici. Donc on détecte le déplacement de houle et on fait l'inversion de bathymétrie. Ça ne marche pas trop dans le lot super petit fond, donc les derniers 2 mètres, c'est dur. Et donc à gauche, on voit la bathymétrie shelf to nearshore, donc c'est ça que j'ai dit, jusqu'à quelques mètres de profondeur, qui marche maintenant sur l'HPC du CNES grand échelle. On est en train de lancer en fait ça en échelle mondiale. Merci.